Mesdames et messieurs, ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode d'En Roue Libre. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et on a vécu pas mal de belles choses depuis le début de la saison. Le dernier épisode, on avait reçu Marion Norbert-Riberol, c'était de la qualité. Je vous promets d'ores et déjà de la qualité à nouveau aujourd'hui. On va revenir sur les classiques flandriennes, sur les classiques ardennaises et puis bien sûr on va parler du futur avec le Giro, avec les courses sur Pic Plus Sport aussi, puisqu'on aura très bientôt le Tour de Hongrie ainsi que pas mal de courses jeunes, Gand-Wevelgem, Tour des Flandres pour suivre nos pépites aussi en Belgique. Et pour parler de tout cela, je suis très très bien accompagné évidemment avec un Frédéric Amorizon qui est tout en forme, de belles couleurs. Il roule pas mal en ce moment, Frédéric, en plus. Salut les amis, oui, il faut profiter de cette météo incroyable à la sortie des classiques flandriennes et wallonnes, donc tout va bien, content de vous accompagner. C'est toujours un plaisir, Frédéric. Et s'il y a bien d'ailleurs un homme qui pourra nous parler, puisqu'on s'apprête à vivre des marathons avec les jeunes, c'est des sacrées journées, ça commencera au matin à 8h15, ça terminera à 7h. S'il y a bien un homme qui peut nous filer pas mal de filons par rapport à la jeunesse, c'est évidemment Julien Gilbert, journaliste DH, qui s'occupe aussi du challenge de la régularité, DH Challenge bicyclique, où pour le moment, Jens Verbrugge, Edouard Kless et Émile Boîte trônent les sommets. Salut Gordon, salut tout le monde. Effectivement, c'est à nouveau une belle édition du DH Challenge bicyclique avec un Edouard Kless qui domine chez les juniors. Quelques petites allergies en ce moment d'ailleurs, Edouard Kless, j'ai appris. Oui, et pas facile d'ailleurs, on a pu assister au championnat de Belgique contre la montre où il y a eu une petite contre-performance. On a eu un Émile Boîte qui était très très bon dans la catégorie des cadets. C'est vrai qu'on attendait un petit peu plus d'Edouard Kless, mais son début de saison a été assez incroyable. Son début de saison, oui, a vraiment été canon et on a hâte de voir la suite. Et donc, tu en as parlé d'Émile Boîte chez les cadets, dans une lutte assez serrée pour l'instant quand même avec ses coéquipiers, notamment Nolan Ladrière, et chez les espoirs, Jens Verbrugge qui revient bien dans le coup et d'autres qui reviennent aussi bien dans le coup comme Maxence Place qui a remporté la Mont et Château classique, la nouvelle version du triptyque des Monts et Château. En un jour. Et ça fait très plaisir de revoir cette belle épreuve au calendrier. Souvent pas mal dénuyé d'ailleurs chez les jeunes qui marchent pas mal. C'est important toujours de le souligner, n'est-ce pas Fred? Surtout mais je vois d'ailleurs vous avez mis votre beau t-shirt déjà aujourd'hui en mode coureur. En mode Giro. Voilà, vous êtes fin prêt. Bah oui, pourquoi Parce qu'on va parler du Giro et parce qu'on a un coureur qui va y participer. Il est présent avec nous. Et c'est un coureur d'ailleurs qui a remporté à 3 reprises le challenge à l'époque. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Bonjour, très bien, tout se passe très bien. Donc la préparation se peaufine pour le Giro qui commence la semaine prochaine. Ouais, on va revenir avant de débuter avec le petit débrief. On va faire court parce qu'on a déjà parlé énormément de Pogacar, on a parlé de Remco, on a vu du Wout van Aert. Je vais vous poser une simple question dans quelques instants, mais on va revenir pendant quelques instants sur le début de saison de Sylvain Moniquet. Sylvain, une saison qui a débuté au mois de janvier avec un épisode assez tragique, ça a été assez douloureux, cette chute à l'entraînement notamment, mais on sent que tout rentre un petit peu dans l'ordre. Ouais, j'ai eu un peu de mal au début de l'année avec notamment l'accident et puis les problèmes au genou, etc. J'ai perdu pas mal de semaines d'entraînement. Ça a traîné en fait après. Ouais, je savais plus trop rouler, donc j'avais vraiment des problèmes au genou dus à la chute, je pense. Donc j'avais roulé maximum 40 minutes pendant un mois. Donc j'ai eu pas mal de retard, mais par après, j'ai pu peaufiner un peu la préparation en recommençant sur Paris-Nice. C'était pas vraiment un cadeau. Où finalement je me rendais compte que il y a encore une fameuse différence pour pouvoir suivre finalement le peloton bêtement. Et puis Tour de Catalogne, ça s'est mis petit à petit. Et puis voilà, ici les 3 courses en France, le triptyque Besançon-Jura-Doubs, finalement c'est pas trop mal passé. Et les 2 classiques Flèche, Liège et voilà. Donc là je suis prêt pour le Giro. Ouais, Fred, c'était aussi une nouvelle épopée pour Sylvain, nouvelle équipe chez Cofidis, une équipe qui a fait beaucoup de changements et qui a fait de bons changements puisque ça marche très très bien. Sylvain, il s'est intégré, il va participer à son premier Giro, c'est bien de le voir enchaîner quelques résultats comme ça a été le cas notamment en France et particulièrement aussi autour du Pays Basque. Oui, mais après il y a toujours la déception malgré tout, quand on arrive comme ça dans une nouvelle formation, on a envie de répondre présent dès le début, ces incidents, cette chute, la blessure. On a vu le niveau de l'ensemble du peloton depuis le début de saison qui ne fait que évoluer vers le haut. Et donc c'est logique d'avoir Sylvain de recommencer après un arrêt aussi prolongé, un peu en difficulté sur une course comme Paris-Nice. Parce qu'on a parlé souvent de la période de Remco Evenepoel. Bon, les blessures étaient un petit peu plus graves, mais Sylvain, ça a traîné. On est sur 2 coureurs qui n'ont vraiment pas eu une préparation idéale. C'est le moins qu'on puisse dire. Et de recommencer sur des courses comme ça de très très haut niveau, c'est hyper compliqué. Mais à contrario, la formation Cofidis a parfaitement
vraiment réussi son début de saison avec pas mal de victoires, avec des anciens comme Brian Coquard, mais avec Milan Fretin, côté belge, qui a vraiment été une très très belle révélation. Donc les changements imposés cette année au niveau de la formation Cofidis entre les entraîneurs, tout ce qui va être au niveau de la préparation des diététiciens, finalement, a son importance avec quelque chose qui a bien fonctionné. Le seul petit manquement, j'ai envie de dire, c'est peut-être quelqu'un qu'on attendait plus. Là aussi, c'est côté belge, c'est Dylan Teuns, qui est placé un petit peu dans l'anonymat, que ce soit aussi bien côté classique flandrienne que wallonne, quelqu'un qui a énormément de potentiel, mais dans l'ensemble, je pense qu'on parle souvent de cette lutte pour le World Tour. Pour le moment, ça continue à être dans la norme avec les points nécessaires pour pouvoir se maintenir. Et puis pour beaucoup de coureurs, à partir du mois de mai, on arrive quand même dans une période où il y a la possibilité d'aller faire des résultats et prendre des points supplémentaires. Et c'est certainement ce que Sylvain aura l'occasion de faire sur les prochaines semaines et les prochains mois. Il y aura la fraîcheur en tout cas, et ça c'est un atout hyper intéressant. Et il y a des signes encourageants, parce que je trouvais que la fin de ton Tour de Catalogne, avec cette 5e place là, face à un gros niveau, c'était vraiment prometteur pour la suite. Et puis tu as confirmé avec une 6e place en France, donc tu montes en puissance, et je trouve ton retour est quand même assez rapide avec les ennuis que tu as connus en début de saison. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai eu un peu plus de mal au niveau de la Flèche et de Liège. Maintenant j'ai dû aussi un peu, notamment sur Liège, travailler pour Aramburu, qui est dans une très bonne forme finalement. Donc il a cherché finalement quand même un assez bon résultat avec une 15e place. Oui. Donc voilà, c'est vrai que je me sentais bien sur Catalogne et le triptyque en France. Et voilà, je pense que de toute façon, le gros objectif du début d'année reste le Giro. C'était pas les classiques, c'était pas les courses en France ou Paris-Nice et Catalogne. Donc je pense que pour le moment, le plan se passe comme il faut. Alors c'est toujours évidemment une question où c'est difficile d'avoir la réponse la plus honnête possible, mais tu te sens bien dans cette équipe, Sylvain, on le sent. On sait qu'il y a eu pas mal de petites rumeurs qui étaient vraiment malvenues par rapport à la dynamique actuelle de l'équipe Cofidis. On le rappelle, 6 victoires actuellement. On avait commencé avec Brian Coquard sur le Tour Down Under. On sent qu'il y a une super dynamique. On avait entendu Milan Fretin, après sa victoire sur le Ronde van Limburg, dire « Bah oui, on me donne ma chance, je suis super bien ici ». Comment tu juges ce transfert? T'es content de ce qui t'arrive pour le moment dans cette équipe française, Sylvain? Oui, franchement, pour être 100% honnête, oui, je vais pas dire ça pour faire plaisir comme ça devant les caméras, mais franchement, il y a vraiment une bonne osmose au sein du groupe. Il y a beaucoup de coureurs qui donnent tout vraiment pour se sacrifier pour d'autres coureurs. Il y a eu beaucoup, il paraît, de changements par rapport à l'année passée. Au niveau de la performance, comme l'a dit Frédéric, diététicien, nutritionniste, entraîneur, etc. Tout se passe pour le mieux. Et même, on le sent directement au niveau de l'ambiance dans le groupe. C'est vraiment une bonne ambiance et chacun se tire vers le haut. Bon, on aura l'occasion de revenir sur le Giro. On va faire la petite page classique flandrienne, classique ardennaise. Sylvain, pour le moment, oui, tu vas toujours au Giro, mais là tu passes en mode consultant. On a envie de t'entendre sur ce que tu as vu, puisque tu restes évidemment dans un premier temps un vrai passionné. Et donc, comme je le disais, c'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé de ces classiques ardennaises, classiques flandriennes. Il y a 2 messieurs sur qui il n'y a presque pas de débat, Mathieu Van Der Poel, Pogacar, et puis forcément, on a vu ce que Wout van Aert a été capable de faire, très prometteur pour le Giro. On rappelle, il y sera au départ. On a vu évidemment aussi ce que des équipes comme Lidl Trek ont été capables de faire aussi, avec une grosse force collective. Mais pour ne pas trop s'étaler là-dessus, pour surtout pouvoir se concentrer sur Sylvain, sur le Giro, j'ai quand même envie de vous entendre sur quelque chose. Je vais passer auprès de chacun de vous, je vais vous demander votre coup de cœur vraiment sur l'ensemble des classiques. C'est un exercice qui n'est pas évident. Et alors aussi l'épreuve qui a été pour vous la plus mémorable, Julien. La plus mémorable, j'ai envie de répondre Milan-San Remo. Milan-San Remo ? Oui, je trouve que c'était un Milan-San Remo sensationnel. C'était génial. Je ne travaillais pas sur cette course-là, mais je l'ai regardé en passionné et je ne me suis vraiment pas ennuyé. D'habitude, Milan-San Remo, on pouvait faire la sieste, rallumer juste pour le Poggio, voir le feu d'artifice final. T'as pas dormi ? Et c'était terminé. Non, j'ai pas dormi. Moi, je me suis réveillé juste à temps. Ah oui. Et ce festival d'attaque, on est obligé d'y revenir, de Pogacar, mais dans la Cipressa, le grand Van Der Poel qui a vraiment géré cet exercice. Et
j'ai envie de dire, cet héroïque Ganna sur cette épreuve-là. Ouais, c'était génial. Hein. C'était génial. Combien de fois il a été lâché, combien de fois il est revenu au mental, à s'accrocher, à bien gérer son effort aussi. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas se mettre dans le rouge à tenter de suivre Pogačar et Van der Poel, même s'il était déjà, à mon avis, en orange très, très, très foncé. Mais il a très bien géré sa montée du Poggio. Il est encore revenu et j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant comme épreuve. Ouais, Ganna, c'est un des coureurs, Fred, qui n'avait pas encore énormément de références. Il avait déjà marché évidemment sur Milan-San Remo, mais c'était une des saisons où on l'a visiblement mis comme favori ou comme leader chez Ineos. Et il a bien marché sur les classiques flandriennes, le Ganna. On peut déjà peut-être parler d'une très très bonne saison au niveau des classiques pour Filippo. C'était pas mal, peut-être finalement, peut-être un peu moins bien. Par la suite. Voilà. Il avait tellement été terriblement fort sur Tirreno, sur Milan-San Remo, qu'on s'est dit Tour des Flandres peut-être avec les murs, les pourcentages, ce sera trop difficile, mais Paris-Roubaix, ce sera un des grands outsiders. Et finalement, on l'a vu sur le Tour des Flandres anticipé, mais quand il a été repris, tout de suite, il est passé un petit peu en forme un petit peu très tôt, peut-être. Peut-être, ou les autres aussi qui avaient monté leur niveau, et que sur les épreuves pures flandriennes comme Roubaix, le Tour des Flandres, il faudra encore un petit peu de temps. Mais avant ça, c'était de l'excellent Filippo Ganna. Bon, Sylvain, tu étais sur Paris-Nice, tu étais sur le Tour de Pays-Bas, tu as regardé un petit peu, évidemment, tout ce qui s'est passé. Ton coup de cœur sur cette période des classiques, l'épreuve qui t'a marqué? Je pense vraiment l'épreuve que j'ai bien aimée. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser la même chose, c'est l'Amstel, parce qu'il y a eu finalement un changement de scénario, un changement de grand vainqueur. On a pu voir finalement, entre guillemets, une surprise s'imposer. J'ai pas pu suivre la course en live parce que j'avais une course ce jour-là, mais j'ai pu revoir les images par après et je me souviens que Tadej Pogačar était parti en solitaire et je pense qu'il était sûr de lui-même aussi, qu'il pensait peut-être la gagner en solitaire, et on a vu finalement 2 coureurs derrière s'allier pour allier leurs forces pour finalement déjouer un peu les plans auxquels Tadej a l'habitude depuis le début de la saison, et je pense qu'on a eu une belle surprise à l'Amstel et un très beau sprint qui était vraiment un très long sprint, et je pense que rien que de voir les images, on avait mal aux jambes pour eux. Ouais, et puis côté belge, évidemment, c'était aussi ce retour de Remco qui avait gagné déjà la Flèche Brabançonne. On se disait, tiens, qu'est-ce que ça va donner contre Poggi? Bon, on a vu ce que ça a donné. C'était aussi, Fred, l'impression de se dire, tiens, en fait, Pogačar, il gagne presque tout le temps. Les seules fois où il peut être battu, c'est quand on arrive vraiment collectivement avec des adversaires. En l'occurrence, c'était Remco, c'était Skelmos. C'est de trouver des partenaires pour pouvoir essayer de le faire tomber aussi. Et c'est peut-être ce qui a manqué sur d'autres épreuves, Fred. Il faudrait certes une alliance de certains coureurs, de certaines équipes, mais il faut aussi un petit coup de mou de Tadej Pogačar, ou que celui-ci soit trop ambitieux. C'est ce qui s'est passé finalement sur l'Amstel, d'attaquer très loin, de suivre une accélération d'Alaphilippe, puis ils sont à 2, mais ça va trop vite, ils se retrouvent seuls, qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de vent et notamment défavorable pour leur tour, et pendant pas mal de kilomètres, ça se joue avec 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes, un peu moins bien sur la fin, donc ce sont différents paramètres. Un Remco qui est le seul finalement à pouvoir boucher un écart comme ça, qui était ce jour-là peut-être encore meilleur que sur l'Amstel. Donc oui, ça se joue à quelques détails, quelques erreurs pour le champion du monde, une certaine coalition pour d'autres pour arriver à le surprendre, mais d'avoir, comme le dit Sylvain, ce jour-là, jusque dans les derniers mètres, de savoir qui va s'imposer. Et c'est sur celui à qui on donnait le moins de chance qui crée un peu la surprise. Donc c'était très très amusant. Ouais, je me souviens encore de la surprise en salle de presse, dans ce grand chapiteau blanc tout près de l'arrivée, où on se disait, mais qu'est-ce qu'on va encore raconter, qu'est-ce qu'on va encore écrire dans le journal avec ce solo de Pogačar. On en discutait entre collègues belges, étrangers, et puis il y a eu ce petit moment d'excitation en voyant l'écart finalement qui ne s'agrandissait pas, qui commençait même à se réduire, et une image qu'on n'avait pas l'habitude de voir habituellement, c'est Pogačar qui se retourne. Et, ça, c'était un peu particulier. Et j'ai envie de dire qu'on a vu le Pogačar habituel cette saison, sur la plus haute marche du podium, dans ses attaques, mais plusieurs fois, on a vu un Pogačar
pour lequel on n'était pas vraiment habitué. Il y a eu cette faute au Strade Bianchi où il chute, où il est mené à la faute par cet artiste de la trajectoire qui est Tom Pidcock. On rappelle d'ailleurs que dans le vélo, tout peut aller très vite. L'Estrade, si c'est plus grave, c'est terminé. Son printemps peut être terminé. Il a aussi été mené à la faute à Paris-Roubaix, qu'il a découvert d'une manière majestueuse, j'ai envie de dire. C'est clair. Mais il a abordé ce virage trop vite. C'est aussi de la connaissance du terrain. Moi, plusieurs fois, il est passé aussi. À la limite, on le voyait prendre des risques assez importants parce que il y avait 2 autres champions qui étaient quelques mètres derrière. Et peut-être, on a parlé notamment de ce petit coup de fringale, mais aussi avec la pression qui était mise derrière de 2 garçons qui restent à 25 ou 30 secondes. Donc, comme dit Julien, oui, ce sont ces petits incidents qui l'ont mis peut-être avec plus d'incertitude que dans le passé. Oui, tout à fait. Comme à Paris-Roubaix, par exemple, où il prend un peu des risques aussi avec Mathieu Van Der Poel dans sa roue. Peut-être il veut essayer de le distancer un peu dans quelques virages et finalement il part à la faute. Et je pense que ça lui a déjà joué quelques tours cette année, mais c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Comment on vit, Sylvain, comme ça, la surdomination de Pogacar et j'ai envie de dire également le niveau qui a été excellent aussi chez ses équipiers, puisque c'est une équipe qui travaille ensemble. Et puis bon, on le voit, il y a eu Lidl Trek qui a été capable vraiment collectivement d'être très très fort, mais pas assez que pour pouvoir lutter. C'était le cas notamment sur Liège-Bastogne-Liège. On peut se poser d'ailleurs des questions sur se dire, tiens, placer 3 mecs sur le top 10, qu'il n'y avait pas moyen d'essayer de faire quelque chose d'autre. Mais on se rend compte finalement qu'ils n'ont que ça à faire face à un Tadej Pogacar au sommet, face à une équipe UAE qui roule très très vite. C'est parfois difficile, Sylvain, d'aborder des courses avec cette domination qui est là. Mais je pense que le briefing dans tous les bus le matin de chaque épreuve est un peu différent. C'est peut-être un peu triste à dire, mais d'essayer de tenir le plus longtemps possible et d'essayer peut-être d'anticiper dans le final. On a pu le voir notamment sur Liège-Bastogne-Liège avec les 2 coureurs Ineos qui ont essayé, mais que ça n'a rien donné. C'est vrai que le niveau est très haut de l'équipe UAE. Et d'ailleurs, personnellement, je suis assez surpris de voir par exemple des équipes comme Quick-Step ou Lidl Trek qui vont finalement aider UAE en tirant le peloton à 200 km de l'arrivée, des choses comme ça, plutôt que de tenter des choses en équipe en fin de course ou au milieu de course. Mais c'est vrai que je pense qu'on est vraiment dans une ère où on retiendra dans les décennies à suivre. Et d'un côté, je suis quand même assez content de faire partie de ce monde-là. Mais d'un autre côté, tu te dis, c'est vrai que finalement, ça a changé, même par rapport à il y a 2-3 ans, où finalement, ça attaquait plus, ça faisait plus la course. Maintenant, c'est vraiment une course d'usure. C'est comme finalement un rouleau compresseur durant toute la course. Et finalement, tu te dis, il faut essayer de tenir le plus longtemps possible. Et celui qui tiendra le plus longtemps va faire un bon résultat. On se réjouit presque en fait d'aller au Giro et de ne pas avoir cette même concurrence-là, même s'il y aura un énorme niveau. Mais on imagine que ça fait du bien de pouvoir retourner sur des courses et de se dire, ici, on va pouvoir vraiment tenter quelque chose, quoi. Ouais, c'est sûr que ça va être un peu différents scénarios, mais je pense qu'on aura quand même de toute façon une équipe UAE qui sera au-dessus du lot. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on va peut-être plus penser pour les échappées, penser que les échappées peut-être iront plus loin, ou notamment sur un Tour de France où les classiques comme on a pu le voir, finalement les échappées ça devient finalement quelque chose d'assez anecdotique. De moins en moins aussi. Donc ça va peut-être changer un peu les plans en début de course. Allez, on espère en tout cas qu'il va y avoir des échappées qui vont fonctionner. On reste là-dessus avec Fred. Ton coup de cœur sur ces classiques, Fred? Je pense que ça reste le grand événement du cyclisme printanier, le Tour des Flandres, parce qu'on les avait tous. Le public, bien évidemment. La fête, la course. De dingue. La chute de Mathieu Van Der Poel. Loin de l'arrivée, un retour. Et puis 4 coureurs qui arrivent sur le Vieux-Quarmont. Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Pedersen et Wout van Aert. Quand on cite ces garçons-là, avant les classiques wallonnes, étaient les 4 coureurs qui revenaient le plus souvent. Et là, ça se fait à la pédale. Ils perdent 10 secondes, 15 secondes. Et puis derrière, on a quasiment homme contre homme. Avant ça, il y a eu de l'excellent Mathieu Van Der Poel. Et puis ce retour vers Wout van Aert avec la démonstration, une nouvelle fois, du champion du monde. Mais c'était dans ce collectif d'avoir 4 gars qui ont réellement ce jour-là fait la course. Et le plaisir de retrouver Wout van Aert après les premières courses difficiles, la déception de Waregem où on l'imaginait gagner. Quelques jours derrière, d'avoir pu se remobiliser et d'accompagner les gars en finissant au pied du podium, certes, mais ça reste le grand rendez-vous du printemps au niveau ambiance et au niveau spectacle. En étant tout à fait objectif, bien sûr, en retirant le fait que j'adore Wout van Aert,
Mon petit coup de cœur à moi, c'est presque limite cette course à travers la Flandre avec un Nelson Powless qui parvient, on parle vraiment purement cyclisme, qui parvient à déjouer cette équipe Visma Lease the Bike qui, il y a quelques années, avait plus ou moins le même, je vais dire... fonctionnement qu'UAE aujourd'hui. Voilà, c'était toujours un petit peu, oh non, Visma Lease the Bike sont là. Là, on se retrouve quand même avec trois mecs avec Nelson Powless qui va permettez-moi le terme, qui va les fumer au sprint. Alors forcément, c'était un crève-cœur pour Wout van Aert, mais voilà, ça a déclenché aussi le fait que sur le Tour des Flandres, on a revu un Wout van Aert au niveau et ça nous a fait plaisir aussi. Donc c'est une dramaturgie qui était intéressante, je trouve, d'aller perdre à travers la Flandre et de voir la suite des classiques de Wout van Aert qui a, il faut quand même le dire, été assez impressionnant aussi tout au long du printemps. C'est finalement parce que les deux seules surprises du printemps, c'est Waregem avec Powless et l'Amstel avec Skelemo, là aussi dans un système qu'on n'imaginait pas, ou une configuration de course différente. C'est donc ça, l'incertitude du sport cycliste. Ça fait plaisir quand il y a des surprises. Quelquefois, Tadej Pogačar est là ou pas là pour avoir de beaux et autres vainqueurs. Ouais, ça a fait plaisir aussi de revoir un excellent Remco Evenepoel, bien sûr, qui d'une manière assez logique, Julien, a commencé très très fort et puis forcément avec un manque de fond, on ne peut pas espérer grand-chose si on n'est pas bien au départ d'un Liège-Bastogne-Liège. Oui, tout à fait. Et il était revenu, je pense, avec une motivation énorme, avec de l'adrénaline sans doute sur cette flèche Brabançonne à domicile. Il a fait la course devant tous ses supporters et il a remporté ce sprint face à Wout van Aert. C'était quand même assez impressionnant. Ouais. Nous, on était en fond de ligne, donc on ne voyait pas bien. On regardait avec les soigneurs sur les écrans. On ne se rendait pas compte à quel point il avait mis Van Aert en difficulté dans le dernier tour. Mais nous, on est en général 200 mètres après la ligne. On ne voyait pas bien. Et quand on a entendu que Remco avait battu Van Aert, ça a été vraiment une surprise. Après, il a enchaîné avec une Amstel très très solide, mais ça ne faisait effectivement que 2 mois qu'il s'entraînait. Ouais, et dans le cyclisme de ce niveau-là, il n'y a pas de secret. Je pense qu'il a eu aussi un excès peut-être de confiance après ce retour très réussi, ce comeback très très réussi, où il a fait des phrases un peu à la Remco, sans ma chute à l'Amstel, je gagne seul. On a entendu sur certains médias, est-ce que ça titille Pogačar quand on peut entendre des mots comme ça de Remco? Peut-être, pas sûr non plus. Pas sûr non plus. Et je crois son explication à la Flèche Wallonne qui était vraiment particulière, avec à nouveau cette pluie, ce froid. Je t'ai interviewé à l'arrivée et tu avais l'air quand même bien marqué avec les conditions météo. Et je pense que quand Remco dit qu'il a retiré sa veste trop tôt, je le pense. Et je crois qu'il a eu un contre-coup aussi à Liège. Ça montre que dans le cyclisme actuel, avec le niveau actuel du vélo, il n'y a pas de secret si l'entraînement n'a pas été assez conséquent à la base. Heureusement qu'il y a encore quelques principes comme ça qui restent. Oui, tout à fait. Ça reste quand même le fondamental du cyclisme. Et Sylvain en parle, d'avoir été arrêté longtemps. Quand il reprend, même s'il s'entraînait, il arrive sur Paris-Nice, il se dit « wow !» Voilà, un jour bien, un jour un peu moins bien, et donc ça prend quelques semaines, voire quelques mois. C'est encore un autre phénomène avec Remco, mais c'est que logique, avoir été excellent sur la Brabançonne, mais c'était 160 km. Ouais, ça aussi. Sur l'Amstel, c'était certainement son meilleur jour parce qu'il avait chuté. Et je pense qu'il est honnête en disant oui, sans ma chute aujourd'hui, j'arrive seul parce que Pogačar était peut-être lui moins bien ce jour-là. Et puis derrière, le retour à la réalité. Donc somme toute logique. Ouais, et il y a un retour aussi au niveau du calendrier qui est assez impressionnant, puisqu'il y avait ces 4 courses en 10 jours, et puis directement dans la foulée, le Tour de Romandie qui a lieu. C'est bien ça. Donc c'est un programme de course pour un retour qui est quand même assez chargé. Sylvain, tu connais bien la Flèche Wallonne, tu connais bien Smur de Huy, tu as pris beaucoup de café au pied, mais tu as souvent transpiré. Ouais, beaucoup, je sais bien, il aime encore bien, mais tu as surtout beaucoup transpiré aussi dans ces ascensions du Mur de Huy. Un Remco Evenepoel sur la Flèche Wallonne, ça semble quand même compliqué sur ce qu'on peut voir en termes de puncher. Là, on se dit, est-ce que finalement il était déjà pas assez bien comme c'était le cas sur Liège, ou tout simplement est-ce que le Mur de Huy c'est pas fait pour lui et c'est comme ça? Mais je pense qu'un Remco Evenepoel en très grande forme peut lui suivre ou du moins ne pas être distancé de Pogačar dans le Mur de Huy. Mais en se mettant en danseuse au moins. En se mettant en danseuse du moins. Mais bon. C'est vrai que c'était une course très difficile,
il y a eu beaucoup d'éléments perturbateurs comme le froid, la pluie. Il suffit que, voilà, en effet, comme l'a dit Julien, tu enlèves ta veste un peu trop tôt, tu perds énormément d'énergie. Est-ce qu'il s'est peut-être pas très bien alimenté dans le final? Ouais, peut-être. Souvent, on s'en rend pas compte, mais avec le froid, c'est d'autant plus important. Mais c'est vrai que voilà, je pense que dans les années à venir, on peut peut-être avoir une surprise de Remco qui va peut-être cibler un peu plus un effort punchy pour gagner la flèche. Mais voilà, je pense qu'on peut trop rien lui reprocher, étant donné que c'est finalement une reprise entre guillemets après la flèche Brabançonne. Mais c'est vrai qu'il a peut-être perdu assez d'énergie durant la course avec le froid et l'alimentation. Ce qui était finalement la même situation de Thibaut Nys. Ouais, on l'a vu frigorifié à 20 km de l'arrivée. Déjà là, on s'est dit, il va plus pouvoir jouer aujourd'hui la victoire. C'est même surprenant de venir faire, je crois, 8e au sommet du mur. Donc c'était moins que l'an dernier, mais c'était à nouveau des conditions climatiques qui, pour certains, passent, l'acceptent plus facilement, comme un Vauquelin qui va à nouveau prendre la 2e place. Mais beaucoup de coureurs peuvent être impactés comme ça par la pluie et des changements de température assez importants. Ouais, début très positif quand même de Thibaut Nys, d'ailleurs, hyper encourageant, c'est clair. Bon, on en a beaucoup parlé, lui-même peut-être aussi à tort, mais on sait bien qu'il aime bien dire beaucoup de choses aussi. Thibaut, il avait dit Flèche Wallonne, c'est vraiment un objectif. Mais voilà, avec les circonstances atténuantes, on peut évidemment comprendre. Et il est même encore sorti plus confiant il y a quand même après Liège. En se disant, je n'imaginais pas que sur cette course-là, elle me conviendrait même aussi bien. Donc c'est très très positif. Et en parlant de cyclocrossman, moi j'ai quand même été surpris par Emil Verstring, 15e à Liège, première participation. Exact. Sylvain, l'hiver prochain, tu vas faire un peu dans les labourés. Ouais, je pense que ça peut pas vraiment aider pour Liège-Bastogne. J'ai déjà vu Sylvain dans les labourés, dans les cyclocross du Namurois. Comme ça. Allez, on va filer vers l'Italie. On va filer vers l'Italie, donc avec le Giro qui commence finalement d'Albanie. Je dis on va filer vers l'Italie, on va surtout vers l'Albanie, Fred, avec un sacré Giro. Et comme pour de nombreux grands tours, de partir d'un pays voisin. Question financière. Donc ce sera l'Albanie cette année avec un début casse-pattes, un contre-la-montre qui arrive le 2e jour. Et puis une très très belle start list. Sylvain parlait de l'équipe UAE qui à nouveau pourrait jouer les premiers rôles. C'est quasiment une certitude. Quand on a vu le début de saison d'Ayuso qui s'est baladé sur Tirreno-Adriatico, et puis Roglic qui va arriver aussi avec énormément d'ambition. Donc une édition qui s'annonce passionnante. Et côté belge, c'est Wout van Aert. Voilà, qu'on espère continuer à voir cette progression entre la sortie des classiques et puis maintenant ce Giro. Je vous annonce, Wout van Aert, premier maillot rose. C'est noté. Voilà, je le dis, je pose ça là. Julien, qu'est-ce que t'en penses? Mais j'ai envie qu'il en gagne. J'ai envie qu'il gagne une étape ou qu'il remporte une victoire. Peut-être, s'il y a le maillot rose, en plus, ce sera du bonus, mais je pense que mentalement, ça lui ferait du bien. Wout van Aert, c'est quelqu'un de toujours très, très correct. Il est toujours présent. C'est le mec le plus régulier. Et ça faisait un peu mal de le voir à Waregem battu par Paoles, d'être devancé aussi par Remco. J'étais sur ces 2 lignes d'arrivée-là et j'ai été marqué par les clameurs de surprise au niveau du public les 2 fois. C'est un battant, c'est un talent. Je pense qu'il n'a plus le niveau des super fantastiques que sont Van der Poel ou Pogačar, mais ça reste un super coureur, toujours correct, et je lui souhaite vraiment de gagner une étape. Maintenant, si on regarde aussi au niveau des points essayés qu'il a pu avoir depuis finalement le 1er janvier, ça reste quand même, je sais plus quand il est dans le classement, mais je crois qu'il est quand même au niveau des premiers rôles, donc c'est quand même... c'est un des plus réguliers. Il est tout le temps là. Il pèse quand même sur ce début de saison. Oui. Le nombre d'équipes qu'il voudrait, ça veut dire beaucoup quand on voit cette succession de 4e place. À partir du 2 avril, donc avec à travers la Flandre, cette défaite, c'est 2e sur à travers la Flandre, 4e sur le Tour des Flandres, 4e de Paris-Roubaix, 2e de la Flèche Brabançonne, 4e de l'Amstel Gold Race. Et on entend je le signe directement. L'intention des personnes qui disent Wout van Aert, printemps, bof. Ouais, entre guillemets, s'il y a cette victoire sur travers la Flandre, et on sait tous très bien ici, puisqu'on a fait du vélo, que ça tient à pas grand-chose, en fait, on parle d'un printemps plus que réussi. Et devancer
hormis Remco sur la flèche Brabançonne et à l'Amstel, mais certes il n'a pas gagné, par des garçons qui depuis des mois ou des années arrivent à rouler sans aucun problème physique. On oublie très vite des blessures graves. Eh bien, Wout van Aert est parmi ces garçons qui ont eu des blessures très graves. Entre sa surdomination sur la dernière Vuelta, c'est quasiment exceptionnel, 6, 7, 8 mois plus tard, de revenir à un tel niveau. Ouais, il découvre enfin le Giro, parce que ça devait normalement être le cas l'année passée, mais il y avait déjà eu cette sacrée victoire. Quelqu'un qui revient sur le Giro aussi, c'est Sylvain. Sylvain, où tu as vécu là-bas un des plus beaux souvenirs de ta carrière, je pense. Je pense ne pas me tromper. Ouais, je pense que c'est dans peut-être le top 3 des plus beaux souvenirs. Quatrième, c'est la 4e place. Sommet de l'Etna. Ouais, sommet de l'Etna, je crois que c'était la 4e étape. C'était avec le départ en Hongrie. Donc c'était une étape très, très difficile. C'était peut-être une des étapes reines avec l'arrivée au sommet, quoi. Donc c'est un très bon souvenir et j'espère pouvoir réitérer l'événement durant ce Giro. J'espère que la forme sera aussi tout aussi bonne. Je me sens très bien, donc je pense que je peux être confiant et en tout cas, quand on voit le parcours de ce Giro, ça manque pas de montagne pour pouvoir s'exprimer. Ouais, il y a pas mal d'étapes aussi avec la possibilité pour des baroudeurs et donc des attaquants de pouvoir essayer d'aller au bout. C'est l'ambition, clairement, dans l'équipe Cofidis. Plusieurs électrons libres, on a la sensation, on n'a pas encore la start list définitive, mais on sent que chez Cofidis, on va jouer sur ce tableau-là. Oui, c'est le principal objectif et je pense que des 3 grands tours, en tout cas, le Giro est le plus abordable pour niveau échappées, pour créer un peu des surprises comparé à la Volta et au Tour de France. Donc on va vraiment jouer cette carte-là. On a également Milan Fretin qui est encore un très bon sprinter et il a pu le montrer en ce début d'année. Donc ramener des points, ramener des belles places et pourquoi pas une ou 2 victoires sur ce Giro, ce serait vraiment objectif accompli pour l'équipe. Et après, il y a des coureurs comme moi, Sergio Samitier, Lastra ou Oldani, qui sont des coureurs qui peuvent aller dans les coups et essayer de déjouer un peu les plans des grandes équipes sur des étapes de montagne, notamment en 2e et en 3e semaine, où finalement les forces collectives sont pas mal diminuées. On sait que tu t'étais amusé aussi à aller chercher quelques points sur la Vuelta au niveau du classement de la montagne. Réitérer cette expérience d'aller chercher le maillot bleu sur le Giro, ça peut être un objectif aussi un petit peu pendant quelques jours ou pourquoi pas jusqu'au bout. Mais je pense que pour aller chercher un maillot, il faut vraiment que ce soit un objectif, en tout cas pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Donc il faut partir dans les échappées le premier et le 3e jour, parce que le 2e c'est le chrono. Donc il faut déjà y laisser pas mal de force et entre guillemets mettre de côté les étapes qu'on a choisies en 2e et en 3e semaine. Mais, c'est ça. Mais finalement, pourquoi pas, si jamais je me retrouve, je sais pas, en fin de première semaine où il y a les étapes de montagne et les gros points à aller chercher dans une échappée et que j'ai les jambes, alors pourquoi pas aller chercher des points, mais je pense que, à part si on s'appelle Ciccone, des coureurs comme ça, c'est pas vraiment l'objectif de début de grand tour. En tout cas. Ouais, c'est ça. Tu parles de Ciccone, on a parlé de Roglic. On voit qui remporter ce Giro, Fred. C'est compliqué, vraiment. On sait, il y a une très très forte équipe UAE avec Ayuso. Il y a Roglic qui est toujours là, malgré tout. C'est vrai qu'il n'a pas été présent sur les toutes grandes courses qu'on a aimé voir. Mais malgré tout, Roglic, il a marché de son côté sans faire trop de bruit. Il y a Yates aussi, chez Visma Lease the Bike. Carapaz, Bardet pour une de ses dernières courses. Je pense que du côté de chez Bora Red Bull, ou Red Bull Bora pour être dans l'ordre maintenant des partenaires, il y aura une envie, une nécessité de se mettre en valeur parce qu'on a parlé depuis le début de saison avec énormément de réussite de certains gros blocs, mais c'est peut-être la formation en termes de budget qui est la plus décevante, ouais, c'est clair, avec très peu de choses à se mettre sous la dent pour différentes raisons. Et parmi ces coureurs qui ont été invisibles, Maxime Van Gils, on attendait beaucoup de lui au printemps, des chutes, des blessures et donc très peu. Donc on va chance pour Maxime, mais ça fait partie du vélo. Ouais, c'est clair. Donc je ne serais pas étonné qu'on va mettre une certaine pression quand même à l'ensemble de cette formation Red Bull pour essayer d'amener Roglic vers une potentielle victoire.
Et ce sera la bagarre entre l'expérience d'un côté du Slovène et puis la jeunesse avec Ayuso. Et puis que peut faire Yates dans la formation Visma, qui va s'articuler un petit peu autour de Van Aert et Olaf Koy pour les sprints, mais qui lui aussi a finalement une très belle carte à jouer quand on sait que Vingegaard derrière sera le grand leader pour les autres tours. On a malgré tout très peu de références par rapport à Yates. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment où il en est, non, effectivement. Ouais. À voir. On aura aussi du Pidcock qui sera sur le Giro. On a quand même du Pedersen, du Van Aert, du Pidcock. C'est une super start list, Sylvain. On analyse ça comment du côté de l'équipe Cofidis quand on se retrouve face à tous ces coureurs-là. Milan Fretin, notamment, quand on parle de sprint, avec du Wout, avec du Welsford, avec du Caden Groves. Il y a la possibilité d'aller chercher une petite victoire d'étape aussi avec Milan. Ouais, je pense que c'est des coureurs du très grand palmarès. Un très grand palmarès, aussi énormément d'expérience. Van Aert, Pedersen notamment. Et Groves notamment, avec toutes les victoires qu'il a pu engranger sur les grands tours. Donc je pense que ça va être des bons points de repère pour Milan dans le final des courses, des étapes. Essayer de rester au maximum, je pense, dans le roue, essayer de tenir le roue. Et se mettre peut-être dans les trains des autres grandes équipes comme la Visma notamment, parce que je pense qu'on n'a pas le plus gros train pour pouvoir emmener Milan à 200 mètres de la ligne sur un plateau d'argent. Donc je pense que ça va être des bons points de repère et c'est sûr que ça va être des bons exercices de pouvoir aller se frotter en deuxième, voire en troisième semaine à des sprints via ces grands champions finalement. Moi j'ai une question, est-ce qu'il roule toujours avec le vélo de Aniolkowski ? Je pense que ça lui a porté chance, en tout cas. C'est quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'était une belle surprise. Je sais même pas si c'est la même taille de cadre, d'ailleurs. À mon avis, c'était quand même celui qui s'en rapprochait le plus, parce que c'est vrai qu'on a... Après, il n'y avait plus beaucoup de coéquipiers ce jour-là, mais ça a vrai. Parfaitement fonctionné. C'était la chose la principale. Mais surtout, ce jour-là, on a vu un Milan Fretin, malgré ce souci-là qui est quand même assez incroyable. C'est un Milan Fretin qui se débrouille tout seul et qui va exploser et avec une facilité déconcertante. Il est exceptionnel. C'est une des révélations vraiment de l'année. Ça y est, on peut le dire. Et puis, le sprint, il la fend danseuse. Donc, au niveau des côtes, c'est moins grave. Si la selle était plus haute ou plus basse, ça ne l'a pas empêché de développer toute sa puissance. Mais ce sera quand même pas facile sur le Giro. Si on a un nom quand même qui fait partie aujourd'hui des Cadors, avec Olaf Koy, ce sera intrinsèquement, normalement, le coureur le plus rapide sur le papier. Après, ça reste un grand tour. Donc, la fatigue, il faudra voir comment là aussi il peut assimiler les différentes étape après étape. Ouais, du coup, on se souvient aussi de la bonne collaboration Olaf Koy-Wout van Aert. Quand il s'agit d'emmener le sprint pour Olaf Koy, ça a été toujours une belle réussite. Je pense que c'était sur le Tour de Grande-Bretagne où il faisait ce qu'il voulait. Donc ça aussi, ça va rentrer en compte, bien sûr. Et bien voilà, un beau Giro. Au niveau des étapes, Sylvain, sans vouloir évidemment rentrer dans la stratégie, parce que potentiellement, peut-être que Lipovic, Roglic écoute en roue libre, même si j'en doute fortement. Ça pourrait même passer dans le bus avant le départ des étapes. On n'aura qu'à modifier le sous-titre au pire. Ah oui, voilà. Très bonne idée. Étape 22. Très bonne idée. C'est quoi l'étape qui te fait rêver là, quand tu regardes les 21 étapes? Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'étape qui fait rêver. Mais t'en as sélectionné quand même plusieurs. Ouais, je pense que quand on voit la deuxième et la troisième semaine, finalement, on ne peut pas se dire qu'on sera en manque de montagne et d'opportunités. Mais c'est vrai que la fin de la première semaine, je pense que ce sera déjà des belles opportunités pour avoir des belles échappées. Même les premières étapes, finalement, c'est pas des étapes, c'est pas un billard comme on dit, c'est pas tout plat. Donc ça va déjà être des étapes assez difficiles. Ça cassera déjà pas mal dans le peloton. Il faut voir aussi avec la chaleur. Je sais qu'à mon avis en Albanie, c'est pas non plus. Il risque d'avoir pas mal de chaleur aussi. Donc je pense qu'en deuxième et en troisième semaine, il y aura de quoi faire. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'étape qui sera modifiée via la neige, etc. Parce que j'ai déjà entendu parler comme quoi ils sont déjà en train d'essayer de trouver des plans B. Donc voilà, on croise les doigts à ce niveau-là. Mais voilà, il y a des étapes. Je pense qu'il y a une étape avec plus de 5000 mètres de dénivelé sur 150-160 km. Donc c'est des étapes où ça va être chantier, quoi. Ouais, surtout au niveau météo, avec le mois d'avril, la fin du mois d'avril qu'on a vécu avec le début du mois de mai, j'ai bien peur que vous soyez quelque peu sous la flotte de temps en temps. Parce qu'on ça reste un tour très, très exigeant entre, comme Sylvain dit, le dénivelé et puis les nombreux déplacements.
On en parlait il n'y a pas Ouais. longtemps. Il vaut mieux savoir dormir dans le bus parce qu'il n'y a pas au niveau hôtelier des facilités tout le temps. Donc ce sont des très très longues journées pour l'ensemble des coureurs. Et après 2 semaines, et dans la 3e semaine, ce sont des choses qui peuvent bien évidemment peser au niveau de l'organisme et de la récupération. Pour connaître Sylvain, il a le bandeau, il a le petit... Ouais, je mets les écouteurs avec notamment Réduction de bruit. Le podcast en plus. Pas trop de Fortnite. Ah oui, et tu écoutes Pas trop de Fortnite dans le bus. après. Non, pas trop. Non. Tu écoutes en roue libre alors Ouais, ça m'arrive. Pas Ça pour te dormir. repose. Ça te repose, ça t'apaise. Ça m'apaise mentalement et puis Tu allais dire quelque chose, Julien? La voix de Gordon. Arrêtez les gars. D'autant qu'il y aura le Tour de Hongrie pendant le... Que Sylvain connaît bien aussi. Que Sylvain connaît bien, et on va en parler un petit peu si vous me le permettez, et vous allez me le permettre d'ailleurs, avec le Tour de Hongrie qui commence le 14 mai jusqu'au 18. 6 équipes World Tour, 9 équipes Pro Team. C'est un tour que Sylvain connaît bien, effectivement. 5e au niveau d'un classement général là-bas. Parle-nous de ce Tour de Hongrie. À quoi les spectateurs de Pixplay Sport peuvent s'attendre? Franchement, c'est le genre de tour que j'apprécie particulièrement parce que c'est des tours où il y a des opportunités, même finalement dans le final, et on est capable de voir des surprises. Je ne sais pas comment elle parcourt cette année, mais c'est jamais un tour vraiment très plat. Il y a 1 ou 2 étapes qui sont en général difficiles. Et voilà, parfois c'est chouette de ne pas voir finalement les grands cadeaux sur certains tours et voir finalement de la bagarre entre des coureurs. Donc je pense que c'est un bon rendez-vous. C'est pas le plus gros des niveaux, mais c'est toujours chouette à regarder de courir ou regarder la TV en tout cas. Ouais, c'est clair. On avait vu Thibonnet l'an passé, je pense. Ouais, tout à fait. C'est là où Thibonnet avait été scoré pas mal de bons petits points. Il y a une belle petite start list. Fred, Très bon sprinter, comme on en a dit, avec une journée difficile, voire une deuxième pas simple. Et puis quand on parle de peut-être start list un peu moindre, quand on ne va citer que 2 équipes présentes, Lidl Trek et UAE, excusez-moi, mais ça veut dire que ça roulera au niveau très très vite avec du très très bon niveau. Donc soyez vigilants. Gordon, avec Gérard, échauffez-vous bien pour être tout de suite dans le coup. Ouais, on va faire ce qu'il faut. C'est nécessaire. Et moi, j'espère que vous êtes chaud aussi, parce que tu me demandes ça, mais j'espère que tu es chaud pour ce qui t'attend, Fred, puisque on a un petit quiz quand même, On va terminer cette émission avec un petit quiz, même si on a évidemment la légende du quiz. Lui, c'est le roi du quiz, tu sais bien, Sylvain. Hors catégorie. C'est ça qu'il est tout près du trophée en fait. Bah ouais, finalement, Vous pouvez déjà lui donner presque. Ouais, c'est ça, c'est plus facile en fait. On a déjà prévu. Mais c'est en mode reprise, il n'y a plus de quiz depuis longtemps, donc. Non, c'est vrai. Un petit battle royal en plus. C'est pas ce que tu préfères, Julien. Ça, c'est quelque chose que Sylvain aime bien pour savoir un petit peu ses goûts, notamment en termes de jeux vidéo. Un petit battle royal. Je vais commencer par Sylvain, c'est l'invité. Normal. Et puis on va faire Sylvain, Julien, Frédéric, Sylvain, Julien, Frédéric, et on continue comme cela. Vous allez me citer les vainqueurs que vous avez en tête au niveau du Giro. Vous n'en citez qu'un, et le premier qui se trompe est éliminé. On restera plus qu'à 2, et c'est tout simplement celui qui reste en vie en dernier. C'est les termes qu'on utilise. Donc on est parti avec Sylvain. Donc citer un vainqueur du Giro, et au fur et à mesure, on a les éliminations qui vont peut-être tomber. Je dirais Jay Hindley. Jay Hindley, effectivement, en 2022. À toi, Jules. Pogacar 2024. Roglic 2023. Donc au début, c'est facile. C'est ça. Les noms dont on se souvient. Et puis après, il faudra aller un petit peu dans le passé. Je dirais Pantani. Mais il faut quand même mettre peut-être une limite au niveau des années. On va lui laisser quand même. Depuis 2000. Mais ouais, on te le laisse, mais on va faire depuis 2000. Mais Pantani, effectivement. Il était déjà mort en 2000, je ne sais pas. Ah non, mais on lui autorise. Parce que j'ai pas Tout le monde a droit à un extra. Donc a droit à avoir un extra. Non. Bon, Merckx alors. Non. Si, allez, il y a l'extra. Allez, vas-y, Merckx. Vas-y, un plus vieux encore. Faustocopie. Voilà, très bien. Allez, on est reparti donc avec Sylvain. Je dirais Chris Froome. Chris Froome, effectivement, 2018. Bernal, c'était en 2021. Tout à fait. Fred? Contador en 2008 et en 2015, c'est juste. Sylvain? Je suis plus sûr, mais je dirais Carapace. Carapaz, effectivement, en 2019. le Britannique, toujours compliqué à dire, Tao Geoghegan Hart. Ouais, effectivement, 2020. Frédéric? Nibali en 2013 et en 2016, doublé, ouais. J'ai Richie Porte. Richie
porte. Malheureusement, la zone se referme sur toi. La zone se referme. T'as pris ton joker trop tôt. Élimination pour Sylvain Moniquet. Richie Porte n'a pas remporté le Giro. On continue avec Julien. C'est un duel. Frédéric, t'es dans le coup. Hein. Oui, mais non. S'il te plaît. Oui, mais après, ça plie quand même. J'ai envie tous les espoirs reposent sur toi. Moi, j'aimerais qu'à l'avenir, il vienne avec son mode champion du monde. dans le canapé. Tous les espoirs reposent sur toi, s'il te plaît, Fred. Faut que tu nous fasses quelque chose de bon, là. Allez, Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, effectivement, 2017. Di Luca 2007, effectivement. Tu vois, là, j'utilise ma voix que t'aimes bien, justement, pendant que t'écoutes les podcasts, la voix un peu stressante. Comment ça m'endormir? Ah non, ça serait un peu stressant. Et puis après, je vais prendre une voix un peu plus cool. Quintana. Quintana en 2014, effectivement. Ça commence à se resserrer. Hein. Scarponi. Effectivement, Scarponi 2011. Moi, je fais tous les Italiens. Ouais. Décédé il n'y a pas si longtemps, enfin en 2017, mais on a fêté, en tout cas célébré sa mémoire le 22 avril dernier, effectivement. Julien. Si tu prends tous les Italiens, je vais prendre Menchov alors. Ouais, Denis Menchov 2009. Pas mal. C'est pas forcément le coureur qui était le plus mémorable dans cette liste-là. Majora Bobank. Ouais, effectivement. Une surprise. Eschedal. Effectivement, hein. Ryder Esdal en 2012. Objection, il a dit qu'il prenait que les Italiens. Je pense que je les ai tous faits, non? Presque. Il en reste encore. Il en reste encore. Ouais. Du coup, je rebondis sur un Italien, Basso. Ouais, Ivan Basso 2006-2010, effectivement. Dans ces 25 dernières années, ils sont 3 coureurs à avoir réalisé des doublés. Il y avait donc Nibali, Contador et Ivan Basso. Donc ça, c'est bon. Fred? On a dit Bernal déjà. Ouais, il a été dit Bernal. Tu vois, il y en a un autre Italien, je pense qu'on n'a pas cité. Tu peux toujours citer, vas-y. Non, mais attends, sinon c'est quand même le champion du monde qui va finir par s'imposer. Allez. Un dernier Italien. Il faudra chaque fois noter au niveau du papier. Tic, tac, tac. Tic, tac. Mais il faut pouvoir reconnaître de tomber chaque fois sur son maître et le maître. Finalement, c'est pas un souci de tomber sur plus fort que soi. Et il faut simplement avoir de l'humilité. Allez. Donc je passe mon tour. J'aurais aimé encore en trouver un, mais... Tu as toujours su faire preuve d'humilité, d'ailleurs. Voilà. C'est une de tes grandes qualités. De toute façon, il peut continuer. Mais je trouve que c'est un peu à l'image des classiques. Il y avait un favori qui a souvent gagné, mais il y a eu il peut tomber. Il y a eu du panache, il y a eu des attaques, il y a eu une Pantani qui a surpris tout le monde. Voilà. Oui. Là, c'était une Alaphilippe. Une Alaphilippe sur l'Amstel. L'attaque, tu comprends pas d'où. Tu continues cette liste? Le maître de la descente, Savoldelli. Ouais, Paolo Savoldelli. Qui en a gagné 2, je crois. 2 fois, oui, c'est juste son 4, ouais, bien sûr. Paolo Savoldelli, 2002-2005. Gibo Simoni. Effectivement, Gilberto Simoni. 2 fois. 2 fois. 2001 et 2003, son 5. Je dis que c'est le maître. Indurain, c'était avant. Oui, quand même. Garzelli. Stefano Garzelli, on est en 2000. Et je pense qu'il nous en manque plus qu'un seul. Nibali, et c'est quelqu'un qui a pas fait... Non, Nibali, on l'avait dit, je pense. Hein, ouais. C'est quelqu'un qui roulait chez Lampre et qui n'a pas spécialement fait beaucoup de choses par la suite, mais Damiano Cunego, bien vu. Avec le petit mulet il manque encore de la place. C'est une multiple victoire en Lombardie, mais peu au Giro finalement. Ouais, c'est vrai. Le Petit Prince. Eh bien voilà, monsieur. C'est aujourd'hui, Julien, c'est à nouveau toi le prince. Ouais, pas mal. Bon, on va en conclure. Hein. Donc, on a du Tour de Hongrie sur les antennes de Pixel Avant Sport. ça, rendez-vous le 11 mai. Gand-Wevel Game, toute la journée pour les messieurs, pour les jeunes filles, pour les espoirs, la totale. Donc, à nouveau, un très très beau rendez-vous avec le Mont-Kemmel, toute la région de Ypres, comme chaque année sur les antennes de Pix Plus Sport. Ouais, et ce week-end, on a également le Grand Prix Schelebel au niveau des dames, avec notamment Jessie Van den Bull, pourquoi pas côté belge. C'était un plaisir, Julien, de te recevoir, de te revoir ici dans ce plateau. Un petit peu moins un plaisir de te revoir encore écraser toute la concurrence. C'est un petit peu l'histoire de la perte des classiques. D'ailleurs, il serait surtout très content de ne pas prendre son trophée parce que l'étagère va finir par craquer. Merci en tout cas, Julien. Merci Sylvain. On te souhaite beaucoup de succès. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci pour ta venue. Merci à vous. Et Frédéric, à bientôt. On se retrouve pour les prochains épisodes. Ciao, ciao tout le monde.